Le Club du Mondial, avec Martin Charmasson, entouré d'invités spécialistes du football. Bonjour et bienvenue dans le Club Mondial, votre émission sur la Coupe du Monde en Russie. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez au 258 pour donner votre point de vue. Et en studio aujourd'hui, nous sommes 5, le sélectionneur des Cagous, Thierry Sardo, le responsable com de la Fédé calédonienne, Romain Pimbédy, Médéric Lacour, arbitre FIFA, Anthony Fillet, journaliste aux Nouvelles Calédoniennes, et Johannes Vakoumé, milieu de terrain du Mont d'Or et informaticien d'NC Première. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Martin. Bonjour. On va dérouler un petit peu le sommaire rapidement. Qui sont les Wallabies qui se présenteront contre les Bleus pour leur premier match? Quel tricolore pour commencer ce mondial? Les inquiétudes et les points positifs avant ce premier match et plus globalement sur la compétition. Vous entendrez notamment Didier Deschamps et Antoine Griezmann. On parlera plus largement du groupe de la France, évidemment du Pérou et aussi du Danemark. Et puis les autres thèmes, l'arbitrage vidéo, le choc Portugal-Espagne et puis pas mal de petites anecdotes que l'on a préparées. Mais la première question, c'est qui s'est levé ce matin pour regarder Russie contre Arabie Saoudite? Messieurs? Moi, j'ai dû regarder un quart d'heure, je crois. Je me suis rendormi. Moi, ouais. Je l'ai fait, ouais. Alors, Médéric Lacour? Difficile. Difficile, surtout mais... pour les Saoudiens? Non, pour le réveil. Mais belle prestation des deux équipes, donc non, vraiment agréable. Avec une victoire de la Russie 5-0, bon, on va dire qu'il n'y a pas de surprise. Ça commence fort avec 5 buts d'entrée de jeu. Ouais, mais ce matin, moi, j'ai pas senti un match de mondial. Je le voyais plus comme un match de préparation, pas beaucoup de défis physiques. Une équipe saoudienne qui a essayé de jouer assez court, par beaucoup de petites passes avec de la possession, et que chaque fois qu'ils perdaient le ballon, ils étaient mis en danger. Ce qui est étonnant, c'est que les Saoudiens, ils ont eu 60% de possession, comme l'explique Thierry. Du coup, ça a été un peu stérile, quoi. Johannes, ce matin, le match? J'ai regardé la rediff à 5h45. Alors? Et ils n'avaient pas... ils n'ont pas eu de tir cadré, donc il n'y avait pas de chance de marquer, quoi. Et puis, voilà, c'était un bon match. C'était un peu lent comme rythme. Et puis, ça, il reflète pas trop le match, le score 5-0. La physionomie du match, ouais. En tout cas, pour la Russie, c'est un départ idéal, 5-0. Alors, il y a la blessure de Zagoyev qui a été remplacé par Cherichev après 24 minutes de jeu. Cherichev, c'est la première belle histoire de ce mondial parce que... Je crois que ça leur a fait du bien plus qu'autre chose parce que bon, il marque 2 buts. Voilà, il est doublé. impliqué sur beaucoup d'actions, donc la blessure a été peut-être un bien pour l'équipe de Russie pour un peu débloquer la situation après. Voilà, formé au Real Madrid et joueurs de Villarreal, Cherichev. Il y a des matchs aussi qui vont venir évidemment après, notamment Maroc contre Iran et puis Portugal-Espagne. Alors Portugal-Espagne, Anthony, cette nouvelle incroyable du sélectionneur espagnol. Et oui, c'est quand même dingue. C'est quand même le Portugal champion d'Europe en titre, l'Espagne champion d'Europe juste avant, donc c'est un choc. Et après, avec un nouveau coach, c'est quand même particulier. On en parlait avec Thierry ce matin. C'est quand même compliqué le choix du président de la Fédé espagnole quand même. Alors voilà, on va rappeler un petit peu les faits. Julen Lopetegui, qui était le sélectionneur espagnol, qui s'est fait tout simplement démettre de ses fonctions par le président de la fédération. Pourquoi? Parce qu'il a signé au Real de Madrid. Un communiqué est sorti. 5 minutes après, donc l'entraîneur appelle son président de fédération pour lui dire j'ai signé au Real Madrid, sauf que l'information elle était déjà diffusée et donc réaction immédiate du président, terminé, bonsoir, et à la place Fernando Hierro, ancien défenseur central du Real Madrid époque Raoul, directeur sportif de cette Roja qui du coup est nommé entraîneur. C'était un choix, vous direz que c'est logique de faire appel à lui? Il est arrivé fin novembre dans la sélection espagnole. Ils ont pris quelqu'un qui était déjà sur place, je pense, dans l'urgence. Je ne sais pas s'il ira au-delà du mondial. Par contre, Lopetegui avait signé une prolongation avec la fédération espagnole 3 semaines avant. Je pense que c'est ça qui a fait un peu tiquer. Ça s'est fait vite, le choix de signer au Real et sans prévenir ses dirigeants. Thierry, une petite, en tant que sélectionneur des Cagous, une petite question supplémentaire. Il y avait de l'adjoint qui aurait pu prendre la tête de cette équipe. Mais j'imagine qu'après, c'est compliqué de trouver, quand on passe arbitre principal, un adjoint qui corresponde. Hierro a une histoire avec le Real de Madrid, a une histoire avec l'équipe d'Espagne, donc je pense que c'était le choix d'une personne, une personnalité assez forte avec le vestiaire qu'il a dans cette équipe d'Espagne, parce qu'il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Après, il faudra voir aussi comment le groupe va réagir. Les cadres du vestiaire ont quand même milité pour qu'il reste, Lopetegui, mais voilà, ils n'ont pas été entendus par la fédération, notamment Ramos. Après, le fait de prendre le directeur sportif, l'adjoint, c'est pas possible, mais
ils étaient un peu obligés. Ils ont pris quelqu'un dans la continuité parce que, imaginons, genre Thierry, tu deviens sélectionneur de l'Espagne. À 2 jours de la Coupe du Monde, tu peux pas changer la compo d'équipe qui se prépare depuis. Non, mais moi, j'ai 20 matchs si le sans Real défaite. Madrid m'appelle, je pense que je vais au Real. Je quitte la sélection de Real. Voilà. Non, mais c'est sûr que je pense que c'est la com du Real qui n'a pas été bonne. À 3 jours de la Coupe du Monde, ils auraient pu attendre la fin de la Coupe du Monde et faire passer le message, même si en interne ça se savait. Mais là, bon, je pense que la fédération espagnole s'est sentie un peu flouée et bon. Mais est-ce que le Real aussi pouvait attendre? C'est ça aussi toute la question, puisqu'on sait que le Real Madrid doit aussi construire son équipe. Oui, mais de toute façon, s'il le faisait signer, pour moi, il pouvait commencer à travailler là-dessus et attendre moi les supporters du Real. Je pense qu'ils sont plus axés sur la Coupe du Monde que pour l'instant que l'actualité du Real. Ça aurait pu attendre un petit peu. Je pense que c'est la com qui a été un peu désastreuse. Un petit pronostic, messieurs, sur ce match. Anthony Fillet, qu'on vient d'entendre, sur ce match donc Portugal-Espagne, pronostic de score? Allez, quand même 3-2 pour l'Espagne. 3-2 pour l'Espagne. Médéric Lacour, arbitre FIFA. Moi, je dirais match nul, un partout. Ça va être un match qui va être très, très fermé, je pense. Johannes, Vakoumé? Moi, je donne 3-1 pour l'Espagne. 3-1 pour l'Espagne, donc Oui. une victoire nette, enfin Voilà. relativement nette. 2-1 Messieurs, pour Romain, l'Espagne. Paveni? 2-1 pour l'Espagne. 2-1 pour l'Espagne. Et Thierry? Moi, 2 buts d'écart, donc 2-0, on va dire, s'il faut donner un score. Pour l'Espagne. Pour l'Espagne. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on se rend compte que globalement tout le monde pense que l'Espagne va gagner. Le Portugal, ils sont quand même champions d'Europe en titre. Alors, on en avait parlé la dernière fois. Est-ce qu'ils ne sont pas considérés comme complètement outsiders alors qu'ils ont quand même derrière eux une équipe forte? Il y a toujours Pépé, il y a encore Cristiano Ronaldo. Ils ont. C'est un peu vieillissant aussi, le Portugal derrière. Donc, C'est on va champion voir aussi. d'Europe, ils sont sortis limite des poules au championnat d'Europe. Ils ont été champions d'Europe, je ne vais pas dire par hasard, c'est pas vrai, mais bon, ils n'ont rien montré au championnat d'Europe à part gagner la finale. Bon, et puis sur les autres matchs de demain, le match qui va être intéressant aussi, c'est Égypte-Uruguay. L'Uruguay qui est une équipe absolument hors norme. Vos pronos là aussi, Anthony? Alors, c'est ce soir, enfin demain Ouais. soir. Ce soir à 23h. Cette nuit pour nous. Quand même l'Uruguay, parce que c'est vrai qu'il s'appuie quand même sur un super gardien, Muslera. Il s'appuie sur la défense centrale de l'Atlético Madrid. Au milieu de terrain, ils ont des bons joueurs. Et en attaque, en fait, dans toutes les lignes qu'en attaque, c'est Suarez, Cavani. Donc, ils sont quand même extrêmement Un solides. bon duo devant. Un bon duo Ça risque de Cavani-Suarez, faire Paris Saint-Germain, et puis pour Suarez, FC Barcelone. Et puis ils sont tous dans des gros clubs dans cette équipe de l'Uruguay, Johannes. Partout en défense, au milieu de terrain, ils sont dans les meilleurs clubs européens et dans les meilleurs clubs, je dirais aussi sud-américains, puisqu'il y en a qui jouent au Brésil. Moi, je donne un 3-0 pour l'Uruguay avec un triplé de Cavani. Triplé de Cavani. En même temps, Johannes, il faut le rappeler, son joueur Supporter préféré, du c'est un PSG, certain voilà. Edinson Cavani. Donc c'est vrai que. C'est pas supporter du PSG. L'Uruguay a fini deuxième de sa phase de poule en Amérique du Sud, ça veut dire le niveau de l'équipe. Finir Devant devant l'Argentine. l'Argentine, devant la Colombie, devant le Chili, juste derrière le Brésil, ça montre le niveau de cette équipe. Mais le grand public serait surpris de voir l'Uruguay champion du monde, genre une finale Uruguay-Belgique, et finalement ces deux équipes-là, c'est presque les deux gros outsiders, parce qu'ils sont vraiment. On parle de l'Argentine et du Brésil, mais l'Uruguay c'est presque aussi fort. De toute façon, je pense que jusque les 5 équipes qualifiées de l'Amérique du Sud vont donner du fil à retordre aux équipes. Notamment le Pérou dans le groupe de la France. Ah, justement, on va parler de l'équipe de France à présent, après donc cette première pause sur cette première partie sur les autres matchs des autres groupes. Le club du mondial. Alors on va faire un petit test, on va voir si vous connaissez les capitales ou les villes de ces pays contre qui l'Australie, donc premier adversaire de la France, donc a joué. Capitale du Bangladesh. Joker. Joker, ça commence à être... Kirghizistan. Thierry. Bon, on va retourner à l'école. Tadjikistan. Bon allez, on va la faire rapidement. Grosso modo, c'est pour vous dire que les Australiens, ils ont eu une campagne de qualification qui est complètement dingue. Donc avec une première phase de groupe, donc avec ces pays que je vous ai cités, Bangladesh, Kirghizistan, Tadjikistan, Jordanie. Et puis après, il y a eu la deuxième phase. La deuxième phase, c'était pas mal non plus, avec l'Irak, le Japon, l'Arabie Saoudite. Et ensuite, ils ont eu leur match de barrage contre la Syrie et le Honduras. Donc ils ont fait, je pense qu'ils seront peut-être pas champions du monde les Australiens, mais au niveau du champion du monde des miles, ils seront, je pense, premiers. C'est quand même complètement dingue de se dire qu'on se qualifie à une Coupe du Monde avec autant de matchs et aussi loin. C'est un long parcours du combattant, et contre la Syrie, ils ont gagné 3-2 sur les matchs cumulés aller-retour. Et puis donc ensuite, ils ont vaincu les Honduras 0-0 à l'aller, 3-1 au retour.
Anthony, ton point de vue sur cette équipe australienne? Non, mais on disait que c'est dingue, c'est d'autant plus dingue. Anthony Fier, des nouvelles. C'est d'autant plus dingue que l'Australie, en fait, est dans l'Océanie. Du coup, maintenant, ils sont partis dans la Confédération asiatique pour avoir plus de concurrence. Mais non, c'est difficile, l'Australie, quand même. Ils ont un bon coach. Le Hollandais, un coach d'expérience, quoi, finaliste de Coupe du Monde. Van Marink. Mais après, de là, et je dis ça sous le contrôle de Johannes, qui a un maillot de l'Australie sur les épaules. Ça va quand même être dur contre la France. Il faudra que tu changes de maillot demain, quand même. Non, je vais le garder. Ah, ok. Alors justement, cette équipe australienne, on la connaît pas forcément très bien, forcément, mais il y en a un qui la connaît bien, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, et il nous parle des forces et faiblesses de cet adversaire, donc premier adversaire des Bleus. Ils avaient l'habitude de jouer avec une défense à 3, ils sont repassés à une défense à 4 sur les 2 derniers matchs. C'est les 2 mêmes 11 joueurs qui ont débuté. Une équipe agressive, mais avec un potentiel offensif intéressant, que ce soit avec Lecky, Kroos, Rogic, Nabout. Après, il y a Djuric qui est un autre type d'attaquant, beaucoup plus pivot. Ils sont dans un 4-4-2, 4-5-1. Mais c'est bien organisé, c'est pas une équipe qui se contente de défendre. Voilà, c'est pas une équipe qui se contente de défendre, mais c'est une équipe en tout cas qui est donc capable de faire des résultats. Même si sur les matchs amicaux, c'est un peu difficile de se faire une idée. Ils ont joué contre la République tchèque, mais on peut pas dire que les Tchèques, en tout cas cette génération-là, ça soit une bonne génération. Ils ont fait 0-0 contre la Colombie, par contre, alors que la France, on le rappelle, avait perdu 3-2 en amical, et puis une défaite 4-1 contre la Norvège. C'est compliqué de se projeter. Médéric, un petit sentiment sur cette formation australienne? Non, moi je pense que si la France joue comme il joue à chaque fois, c'est-à-dire la peur au ventre pour un premier match, il peut y avoir des surprises. On n'est pas à l'abri de surprises, surtout dans un mondial comme celui-ci. Mais bon, on a l'effectif pour faire quelque chose. Donc à eux de montrer qu'on sera bien au-delà de l'Australie, quoi. L'Australie, ça peut être un adversaire compliqué à aborder, Thierry Sardo. Ça peut être une équipe regroupée, comme on a vu par exemple les Américains en amical. Comme le dit Médéric, ça dépendra surtout de l'équipe de France, je pense. Elle peut faire sauter le verrou très vite. On l'a vu contre les États-Unis. S'ils avaient fait sauter le verrou, je pense que le score aurait été, même en ayant une équipe de France moyenne, beaucoup d'occasions créées. Donc voilà, ça sera surtout là-dessus que ça se jouera. Si on commence à prendre du temps avant de marquer, ça va se refermer. Là, ça sera beaucoup plus difficile. Mais bon, avec les joueurs... Sur les aspects individuels, on est largement au-dessus de cette équipe. Apparemment, il partirait sur le trio quand même Mbappé, Dembélé, Griezmann. Donc je pense qu'il va vouloir amener de la vitesse sur les côtés. Et c'est là où la France peut faire mal. Après, va pas falloir que les attaquants se marchent un peu dessus comme ça a été le cas contre les États-Unis. Où là, ils se porteraient à un bloc quand même assez solide, je pense. Mais bon, ça devrait passer. Moi, je dis 3-1 pour la France. Johannes, contre l'Australie, adversaire facile ou pas? Moi, je dis c'est un adversaire, oui, facile, mais il y aura quand même de la difficulté. Je prévois un 2-1 pour l'équipe de France. Et parce que déjà, l'entraîneur, comme l'avait dit Anthony tout à l'heure, c'est un finaliste d'une Coupe du Monde contre l'Espagne. Là. Exact. Et c'est lui qui avait qualifié l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde. Exact aussi. On s'est moqué de l'Australie parce qu'ils ont trouvé un entraîneur là, il y a 5 mois. Mais là, l'Espagne a fait pire. Ils ont trouvé un entraîneur 2 jours avant. Et voilà. Ils ont de la marge. Voilà. Moi, je voulais souligner les 4 joueurs que j'aime bien. Enfin, les 3 joueurs que j'aime bien dans l'équipe d'Australie. C'est déjà le goalkeeper, là. C'est Marty Ryan. Il joue dans Brighton en Ligue 1 anglaise. Et il a fait une très bonne saison. Surtout contre les grands clubs d'Angleterre. Et il y a aussi Moy, qui est milieu de terrain. Qui distribue très bien les balles. Et comme l'a dit dans le Didier Deschamps, là, il y a Djuric, il faut faire attention là, parce qu'il a un très bon numéro 9. Il joue comme point de fixation et puis il peut distribuer les balles comme il veut. J'ai vu contre les matchs qu'on t'a dit, là, la Norvège, la République tchèque, tout ça, là, il est pas mal. Il peut être quand même pas mal. Il faut quand même faire attention à l'Australie là, sur le premier match. Et Kyle ? Et Kyle, je ne l'ai pas vu souvent, donc je dirais pour l'instant. Kyle, il joue en D2 anglaise, mais il joue beaucoup moins cette année, donc il ne sera pas dans le 11 type. Mais ancien très bon joueur, oui, Kyle, quand même. Je pense qu'il a pris aussi comme leader aussi de ce groupe et de tenir un peu ce groupe aussi.
Cahill, on le rappelle, il s'est surtout fait connaître du côté d'Everton. Il avait commencé à Millwall, mais c'est surtout du côté d'Everton qu'il a joué. Et c'était un milieu de terrain un peu à la Frank Lampard, qui marquait pas mal de buts en championnat, jusqu'à 10 buts par saison. Donc milieu de terrain, Anthony, qui est intéressant, malgré l'âge. Il marque beaucoup de buts pour un milieu de terrain. Il peut jouer attaquant, milieu offensif, grosse frappe de balle. Après, il a 38 ans, je crois. Mais bon... 38 ans, 105 sélections. Ça va être intéressant aussi de voir le système, parce que depuis l'arrivée de Marine, ils sont passés d'un 3-5-2 à un 4-2-3-1. Donc voilà, en 4-5 mois aussi, on va voir un peu les automatismes qu'ils ont pu apprendre et avoir depuis l'arrivée du coach. Une petite question, est-ce que vous savez qui est l'adjoint de Bert Van Marwijk? Van Bommel, Mark Van Bommel. Voilà, donc un joueur tout en finesse, comme on le sait. Et c'est le gendre du coach. Et c'est le gendre du coach, effectivement. Ouais. Et apparemment... Voilà, Thierry... Faut que tu conditionnes ton staff. Ouais. Juste un petit point sur l'effectif. La moitié des joueurs, donc à moins de 22 sélections au compteur dans cette équipe australienne. Seulement 3 jouent en Australie, c'est intéressant. Daniel Arzani qui joue à Melbourne City, il a 19 ans. Pat Stratos qui joue lui du côté des Newcastle Jets, il a 25 ans. Et Joshua Risdon qui joue au Western Sydney, 25 ans. Le reste, il y en a 9 au Royaume-Uni, 6 dans la zone Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, 3 en Arabie Saoudite, au Japon et en Corée du Sud, et donc la star Tim Cahill, évidemment. Voilà pour cette formation australienne. Du côté des Bleus, on parlait tout à l'heure un petit peu des forces et des faiblesses de cette équipe de France. Écoutez, Didier Deschamps, en conférence de presse, et Antoine Griezmann, ils ont parlé justement de ce qui fait aujourd'hui la puissance et la force des Bleus, et de ce qui leur fait défaut. On est plus performant dans l'attaque rapide que dans l'attaque placée. Mais on doit être capable d'être meilleur en attaque placée et avec des animations qui peuvent être différentes, parce que j'ai des profils, notamment au niveau offensif, qui sont différents. C'est un groupe différent. On est vraiment très fort offensivement. Et la base pour nous, ça va être la défense, je pense, dans cette compétition. Parce que devant, on peut faire mal à n'importe quel moment. Donc on sait qu'il faudra être costaud derrière et défendre à 11. Et voilà, le match qui m'a plu ou qui m'a le plus plu depuis ces 4 années, c'est la demi-finale contre l'Allemagne où on était 11 mecs sur le terrain à défendre et on a réussi à gagner en mettant des contre-attaques. Donc voilà, ça va être ça la mentalité, je pense. Alors, première question qui nous vient après ces 2 déclarations de Deschamps et de Griezmann. Est-ce que la France, défensivement, ça va être costaud pendant cette Coupe du Monde? Thierry Sardo. La semaine dernière, j'avais souligné que c'était peut-être notre faiblesse. Après, en plus, il y a beaucoup d'incertitudes derrière. Sidibé blessé, latéral droit. Umtiti qui s'est pas entraîné cette semaine, ou très peu. Donc, on a vu sur la force de frappe offensive de l'équipe de France, il n'y a rien à redire. On connaît vraiment les qualités des joueurs offensifs. Derrière, on a montré sur les matchs amicaux qu'on était un peu plus fébrile. Donc, c'est la transition défensive contre les États-Unis était quand même assez inquiétante. Voilà. On a vu quand même les États-Unis faire par une dizaine de fois quand même en 2-3 touchés de balle se procurer des actions. Donc il va falloir régler ça, notamment sur les côtés. Il marque le but sur une erreur défensive. Hein. Oui, voilà. Même on pourrait presque dire 2-0 peut-être, Anthony, avec le Lloris. Ouais, c'est un peu dur avec Goulas quand même. Là, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Mais après, effectivement, la défense, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, si on veut voir un côté positif, on a quand même en France peut-être le meilleur milieu défensif du monde avec N'Golo Kanté. Donc si on rajoute Tolisso, on devrait être solide défensivement au milieu de terrain. Alors après, effectivement, sur les côtés et en défense centrale, c'est pas pareil. Mais... Après, si on passe sans encombre le premier tour, ça va faire des matchs en plus, du travail en plus et des affinités peut-être qui vont se créer, parce que quand on a une sélection, c'est peut-être la première fois, après peut-être pas la première fois, mais quand sur les 2 ans qui ont séparé des championnats d'Europe, là ça fait 1 mois qu'il a pu travailler, il est redevenu un peu entraîneur. Didier Deschamps est pas sélectionneur, que le reste de l'année il les a une semaine entre les 2 matchs, c'est dû à la récupération, il a le temps de travailler, il a pas beaucoup de temps pour travailler ce qu'il veut mettre en place. Là il a eu un peu plus de temps, il a fait des essais sur les matchs de préparation, donc peut-être que l'équipe, je suis persuadé que l'équipe va monter en puissance si elle passe sans encombre le premier tour, et comme le disait Médéric, le premier match peut être difficile et peut tout conditionner sur la compétition. Médéric, comment tu sens justement cette équipe, notamment défensivement? Non, moi je pense que c'est des joueurs qui ont déjà eu une accumulation de matchs. Et je pense que sur les 2 derniers matchs de préparation, ils étaient un peu sur la retenue. Le peur de la blessure, etc. Puisqu'on en a pas mal des souvenirs de joueurs qui sont restés à la porte à cause de ça.
Donc moi j'attends de les voir démarrer la compétition pour voir réellement le niveau défensif, mais je pense qu'on a des joueurs de qualité. Après maintenant c'est sûr que les regroupements ils sont très rares, mais les regroupements sont là et le travail est fait, donc je pense qu'on aura une belle équipe cette année qui va pouvoir nous montrer quelque chose et on attend de voir. Moi je suis impatient de voir le France-Australie quoi. Alors justement, on vient à la deuxième question qui est sur maintenant le côté attaque placée. On entend Deschamps dire on n'est pas bon sur l'attaque placée. Johannes, pourquoi l'équipe de France, selon toi, n'arrive pas à bien travailler ses adversaires en attaque placée? Déjà, comme a dit tous les intervenants là, c'est que la sauce elle n'a pas encore pris. Ils se rencontrent que très rarement dans l'année. Ça fait que là, il faut juste attendre que la cohésion elle se fasse bien, la mayonnaise elle prenne et puis que puisse trouver qu'elle soit, bon, pas, comment il s'appelle, Giroud, puisqu'il est blessé, mais le trio de tête qui va sans doute être mis en place là bientôt avec Griezmann. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment lui il va positionner Griezmann aussi, parce ça peut partir d'un 4-4 de losange ou un 4-3-3 avec devant Griezmann en pointe, et aussi ça va découler aussi sur le système défensif. C'est-à-dire que les milieux de terrain, si Griezmann joue en 10, ils vont pas avoir la même anticipation sur le replacement défensif. Alors justement, on va entendre un Calédonien qui, lui, se projette sur le 11 de départ de l'équipe de France. Ce Calédonien, certains d'entre vous, même je pense que tout le monde le connaît, c'est Nail Wayobe, le milieu de terrain du SC Nedjéou, qui faisait partie de l'équipe de Calédonie des moins de 17 ans qui a participé à la Coupe du Monde en Inde l'année dernière. Et lui, il nous donne le 11 de départ. J'ai enlevé le latéral droit parce qu'il avait cité Sidibé, mais il est blessé. Et voilà son 10 de départ. Comme il joue toujours en 4-3-3, au gauche, je vais mettre Hugo Lloris. À gauche, je vais mettre Benjamin Mendy. Dans l'axe, je vais mettre Umtiti, Samuel Umtiti et Raphaël Varane. En sentinelle, je vais mettre N'Golo Kanté. Les deux 10, Corentin Tolisso et Paul Pogba. En pointe, je vais mettre Giroud. Et à gauche, Griezmann. À droite, Mbappé. Pourquoi pour toi, c'est important que Giroud il soit en pointe? Lui, il apporte surtout le jeu de pivot. Et la taille aussi pour les corners et le coup de pied arrêté, il peut faire la différence. Il sait garder le ballon. Quand il est dos au jeu, il peut jouer en pivot. Participer Griezmann et Mbappé. Voilà, pour ce 11. Je pense pas que Griezmann il mettra sur un côté. Hein. Je pense pas. Soit il joue en 4-3-3 et il mettra Griezmann devant s'il enlève Giroud, soit il mettra Griezmann en 9,5-10. Donc grosso modo, ça peut être soit Griezmann devant avec Dembélé et Mbappé a priori sur les ailes. C'est ça? Ça peut être ça. Je pense qu'il va jouer comme ça demain. Et là, on est sur une configuration beaucoup plus d'attaque rapide sur la transition avec des joueurs rapides. Avec Giroud, c'est plus sur l'attaque placée, le point d'appui. Alors contre une équipe où on risque d'avoir beaucoup le ballon de main, la question peut se poser si on met des gens rapides ou si on met un point d'appui devant pour un peu bouger cette défense qui risque ce bloc qui risque de jouer quand même assez bas contre nous. Le milieu de terrain, Anthony, ton point de vue là-dessus, parce que pendant toute la campagne de qualification, même pendant les matchs amicaux, ça a bougé quand même au milieu de terrain. Il n'a pas toujours utilisé les mêmes joueurs, parfois à 2, parfois à 3. Donc là, par rapport à ce que dit Neil Wayobe, est-ce que tu penses que ce sera le milieu de terrain qui sera aligné? Très possible. N'Golo Kanté, oui. Après, moi, je sais que je suis pas un grand fan de Pogba, mais bon, Pogba, après, ça dépend aussi. S'il joue à 3 milieux, Pogba, il serait peut-être plus à l'aise. À 2, c'est compliqué. Après, pour revenir tout à l'heure sur Giroud, Giroud, c'est vrai qu'il fait un travail de l'ombre, un gros travail offensivement, mais il peut aussi aider la France s'il joue, aider la France sur les corners ou les coups francs défensifs. Parce que là, on manque de taille, je pense, et on manque de patrons. Surtout sur les blocs regroupés qu'on risque de retrouver, comme l'Australie, que je ne pense pas qu'elle va venir nous chercher, va nous attendre, et essayer de faire avancer le temps sans prendre de but. Donc un point d'appui comme lui, ça peut être intéressant. Après, je pense qu'il veut mettre son équipe sur la vivacité, sur la vitesse. Donc sur les phases de transition, dès qu'il récupère le ballon, aller vite vers l'avant. Pourquoi pas, on a vu ce matin la Russie qui récupérait les ballons et se projetait vite vers l'avant. Donc, et on parlait d'attaque placée, effectivement, enfin, on rêverait presque tous d'attaque placée, mais la France, je crois qu'en fait, objectivement, on n'a peut-être pas l'équipe et les joueurs pour. Peut-être dans cette Coupe du Monde, on va être la meilleure équipe du monde en contre-attaque. Par contre, on parlait d'Espagne-Portugal tout à l'heure. Eux, ils ont les manières de ballon en nombre
Et nous, on les a quand même beaucoup moins. Des joueurs comme Matuidi, Pogba, bon, il perd quelques ballons. Tolisso, c'est des bons joueurs, mais je veux dire, c'est pas des génies balle au pied, quoi. L'attaque placée, c'est ce qu'on dit. Sur l'équipe qui est annoncée pour demain, on est plus sur des attaques, des contre-attaques, des attaques rapides France, c'est pas le que sur des attaques placées. Et c'est ce que d'ailleurs disait Griezmann. Il disait finalement là où on a le mieux joué, c'est contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro. Oui, mais contre une équipe plus forte, donc avec peut-être un bloc un peu plus bas de l'équipe de France et qui dit que dès qu'elle récupérait la balle, elle se projetait vite vers l'avant. Parce que là, demain, c'est sûr qu'on va passer à du 60-40 en termes de possession pour la France, certainement. Donc, ce qui va mettre Giroud ou pas, en tout cas, Giroud n'est pas blessé. Donc, c'est une petite précision, c'est que ça serait un choix technique. Ouais, parce que du coup, il a été ménagé, entre guillemets, parce qu'il avait des points de suture. Donc, à l'entraînement, ils l'ont ménagé, mais potentiellement, il peut jouer. C'est vrai que Giroud, depuis 2015, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 21 buts en 34 sélections. Il a débloqué quelques situations. Donc c'est un attaquant en équipe de France qui est extrêmement efficace et aujourd'hui j'ai presque envie de dire qu'il est presque incontournable parce qu'il est efficace, il met dedans. Je me rappelle un peu Guy Varche en 98, la différence c'est que lui il est un peu plus efficace que Guy Varche, mais c'était un peu dans le même style, le point d'appui pour faire jouer les autres autour, et c'est pour ça que des fois Didier Deschamps s'appuyait sur lui pour faire jouer Griezmann, pour faire jouer Mbappé autour. Et c'est vrai qu'en termes de taille, donc pour revenir sur ce que disait Anthony, Giroud c'est un vrai grand. Après devant Mbappé, Griezmann, Dembélé, c'est 1,78 pour Dembélé et Mbappé, milieu de terrain. C'est pas toujours joli, mais c'est efficace. C'est pas des joueurs glamour, mais on n'a pas besoin que des joueurs glamour dans une équipe. Et il faut des travailleurs, des mecs, pas de l'ombre, c'est un grand mot parce qu'en équipe de France il n'est pas dans l'ombre, mais des mecs qui travaillent pour l'équipe. Et à côté de ça, des feux follets, des créateurs, il faut un peu de tout. Et lui, il fait partie un peu comme je disais, Guy Varche en 98, un peu l'homme de l'ombre, mais qui fait jouer autour de lui. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir une surprise, parce qu'on parle des trois flèches, Dembélé, Mbappé, Griezmann, on parle de Giroud, mais il y a aussi deux autres joueurs offensifs. Fekir derrière l'attaquant. Voilà, Fekir, ou même Thauvin, on n'en parle pas du tout. Sur un 4-4-2 losange avec deux attaquants, pourquoi pas. Moi, je voyais bien Fekir justement. Fekir derrière Griezmann et Mbappé, parce que c'est vrai que des fois même Mbappé, quand il joue sur les côtés, il a tendance à rentrer, et des fois ça se marche un peu dessus. Alors du coup, si Fekir joue, comment on évolue ? Il poussera Griezmann en attaque avec Mbappé devant, je pense. Et Dembélé repasse sur le banc, et puis après on a toujours les trois milieux qui bougent pas. Voilà, 4-4-2. Prendra pas de risque Deschamps sur tout ce qui est au niveau de la récupération. Il devrait partir avec Tolisso, Pogba, Kanté. Après devant, il va peut-être pouvoir ajuster tout ça. De toute façon, il pourra l'ajuster au cours du match. Son système, on a vu sur les matchs, il est interchangeable. Il a un 4-3-3, il a déjà joué en 4-2-3-1, il a joué en 4-4-2. Donc il a dit dernièrement, il a expliqué qu'il était important pour lui d'avoir plusieurs systèmes. Donc je pense qu'en cours de match, selon les complications ou les facilités, on sera amené à avoir d'autres systèmes. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour pour ce match contre l'équipe de France. On est obligé de parler parce que on prend un petit peu d'avance des autres adversaires du groupe, et notamment le Pérou. Le Pérou invaincu depuis 2016 en match à la fois officiel mais aussi en match amical. C'est un adversaire finalement dont on entend peu parler, mais qui risque de poser des problèmes. Mais Derrick, aussi à cette équipe de France, c'est des équipes sud-américaines, généralement c'est des équipes physiques. On a un bon souvenir, la Nouvelle-Zélande a été jouée là-bas. Je pense qu'aller jouer au Pérou, déjà, c'est pas évident, puisque mine de rien, on joue pas au niveau de la mer, on est bien au-delà, donc pour le corps, c'est difficile. Après, ils jouent sur leur qualité individuelle et ils sont assez soudés, j'ai trouvé. Donc après, ils sont là en outsider. Moi, c'est ce que je dis, un outsider peut toujours créer la surprise. Dans le groupe, ils peuvent créer cette surprise-là, oui, bien sûr. Alors, rapidement, depuis qu'ils ont perdu contre le Brésil en éliminatoire, ils ont enchaîné avec un nul 2 partout au Venezuela, 2-1 contre l'Argentine et la Bolivie à domicile. Ils ont battu l'Équateur aussi. Ensuite, 0-0 en Argentine, 1 partout contre la Colombie. Puis en barrage, 0-0 contre la Nouvelle-Zélande. Et puis victoire 2-0 à Lima. Et depuis, ils ont battu la Croatie, l'Islande, l'Écosse et l'Arabie Saoudite. Mais ils ont quand même battu du gros aussi en amical. Donc, et puis la Croatie, ils se sont pris 3-0. Ils récupèrent aussi leur attaquant là, qui a eu une mésaventure, Guerrero, qui était a priori suspendu et qui finalement revient. Donc ça sera intéressant de voir ce duo là entre Farfan-Andis et Guerrero devant. Guerrero, ancien du Bayern Munich et de Hambourg également, et qui joue désormais du côté de Flamengo. Farfan qui a mis 2 buts contre la Nouvelle-Zélande sur le match retour, qui qualifie son équipe. Johannes, cette équipe du Pérou, c'est une équipe qui peut faire peur ? Alors, moi je suis fan de Farfan là. Ouais. Jefferson Farfan, il avait mis un super beau but entré au milieu de la surface contre la Nouvelle-Zélande.
Mais après, je me dis aussi le niveau qu'ont ces adversaires-là, comparé à la France, je crois que la France va passer tranquillement, quoi. Bon, il y a le Danemark aussi. Ouais. Moi, s'il y a un adversaire que je redoute le plus sur les trois, ça serait le Pérou. Bon, le Danemark, on connaît. C'est l'équipe européenne du nord de l'Europe. Assez solide physiquement. Mais bon, je pense pas que c'est eux qui risquent... Enfin, ça c'est mon avis. Sur un match, on peut pas... Mais sur le papier, c'est peut-être pas l'adversaire qu'on doit craindre le plus. Il y a quand même Eriksen aussi, Thierry, en 10 là-bas. Qui est le joueur de Tottenham et qui réalise vraiment une superbe saison. Il y a des bons joueurs côté danois, mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de les on les connaît un peu plus rencontrer. Et on avance peut-être moins dans l'inconnu avec une équipe comme le Danemark, qui sera peut-être plus facile à préparer pour Didier Deschamps que des équipes qu'on a l'habitude de moins voir. Même s'ils préparent les matchs, ils ont dû voir des tonnes de vidéos. Ça, c'est pas un souci. Mais bon, les Péruviens, si je dis pas de bêtises, à la dernière journée des qualifications, ils étaient dans les 3 ou 4, ils jouaient pas les barrages. C'est qu'ils ont fait un nul ou ils ont perdu contre l'Argentine, je crois, au dernier match. Si je dis pas de bêtises. Bon, quand même, Australie, Pérou, Danemark, je suis désolé, mais je suis un peu de mauvaise foi, mais quand même, c'est hyper simple, quoi. C'est pas la plus grosse poule, c'est pas la poule de la mort. Normalement, oui, mais bon, c'est la Coupe du Monde. Je suis désolé, mais si on veut le champion du monde. C'est la grinta de Didier Deschamps. Chaque fois que les tirages, il est bien. En 2010, on avait une poule largement autant, sinon plus abordable que là. On est passé à la trappe, donc il faut toujours. Bus, c'est bon, ça. Mais le bus, ça se fait déjà bien avant dans les vestiaires et on sait pas tout ce qui s'est passé. Le Pérou, parce que quand on voit le Pérou, on se dit que ça aurait dû être la Calédonie, quoi. Parce que la Calédonie était battue par la Nouvelle-Zélande, qui après elle-même a été battue par le Pérou. Mais ça serait une grosse erreur de comparer ces matchs-là, parce que bon, voilà, ça c'est quand même le Pérou, c'est l'équipe qui a vachement progressé en Amérique du Sud depuis quelques années. Chez eux ils sont injouables parce qu'il faut jouer à 3000 mètres. On joue avec les Incas là, enfin bref. Mais ça veut rien dire ça, parce que Marc Agnan avec l'équipe de France au JO de Mexico 68, ils avaient joué justement en altitude. Ils avaient réussi à faire de très bons résultats. Bon, par contre, ils n'avaient pas gagné la compétition, mais ils avaient joué au Pérou à l'époque à Mexico. Au Mexique. Au Mexique. La Suisse aussi quand même au Mexique. Pour revenir sur ça, la Calédonie aura peut-être dans l'avenir plus de chance, étant donné que le nombre d'équipes aux mondiaux de la FIFA va augmenter. Donc, espérons. Voilà, ça sera à voir. Nous, on va marquer une pause et maintenant, on va parler arbitrage. Vos commentaires et pronostics au 258 sur la première dans le Club du Mondial. Et oui, il y a une petite discussion là qui est partie. Oui. Allez-y. On réfléchissait à la façon de quelle façon la Calédonie serait championne du monde en 2026. Donc on est en train de voir avec Thierry. Moi, d'ici 2026, si j'y suis encore, c'est que j'aurai eu des gros résultats d'ici là, et on sera bien costaud. On aura certainement une place directe qualificative océanienne, plus une en barrage. Mais contre qui le barrage? Parce que là, en ce moment, le barrage, il est contre un 5e d'Amérique du Sud. Et là, c'est pas drôle, quoi. Si c'est contre un pays asiatique ou africain, c'est peut-être un peu plus gérable, quoi. Moi, je vais devoir vous rappeler à l'ordre parce qu'on parle de l'arbitrage maintenant. Et donc, l'arbitrage, c'est l'assistance vidéo. On est avec Médéric Lacour, arbitre FIFA. Qu'est-ce que ça va changer? Déjà, qu'est-ce que c'est exactement cet arbitrage, cette assistance vidéo? Médéric, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Mais déjà, il faut se dire que tout sera basé dans un camp de base avec 35 caméras sur les stades. Il y aura 4 situations dans lesquelles on va utiliser la vidéo sur le mondial. Bien sûr, pour les buts, d'accord. Normal. Pour la partie hors-jeu aussi également. Ce qu'on a pu voir, on en discutait tout à l'heure avec Thierry, au niveau du match de ce matin, une situation où l'arbitre assistant n'a pas levé, peut-être dans le doute de l'utilisation de la vidéo ou pas, on ne sait pas vraiment. Après, il n'y a que l'intéressé qui serait à même d'y répondre. Pour les situations de sanctions disciplinaires, donc carton jaune ou carton rouge, et pour l'identité d'un joueur sanctionné à tort. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'était important sur une grande compétition internationale comme ça, même si on sait que c'est déjà utilisé notamment en Allemagne et en MLS, mais d'avoir cette assistance vidéo? C'est un apport, bien sûr que c'est un apport. C'est des matchs qui se jouent et qui ont une répercussion énorme sur le football, donc bien sûr que c'est intéressant, et comme l'a dit Colina il n'y a pas très longtemps, c'est un parachute pour les arbitres. Donc ça va permettre de résoudre certains litiges et qui vont donner le vrai résultat du match en fait.
Donc voilà. Après, Médéric, il y a eu quand même eu quelques couacs même durant cette année au niveau de la vidéo. C'est ça c'est peut-être ça aussi. Il y aura toujours des couacs, des petits couacs. Mais c'est de ce qu'on est prêt. C'est valable dans tous les sports. C'est d'ailleurs valable dans tous les sports. On se rend compte que même avec. On voit quand même que c'est vraiment au tout début, et on voit aussi que finalement, est-ce qu'on est prêt là dès cette première compétition avec la vidéo? Est-ce que tout le monde est déjà prêt au niveau du VAR, hein, c'est ça? Moi, j'aurais tendance à dire on le sera le 15 juillet si tout a été correct. Mais déjà, on a choisi 4 situations. On n'est pas parti sur le fait que toutes les erreurs pouvaient être corrigées. Non, on est parti sur 4 situations. Ces 4 situations-là montrent beaucoup de choses, et on se souvient de certains arbitres qui ont fait des matchs et des carrières extraordinaires, mais on se souvient que des ratés. Je vais prendre l'image d'Howard Webb, par exemple, qui a fait une carrière extraordinaire, mais tout le monde se souvient du carton rouge, entre guillemets, oublié en finale de Coupe du Monde. C'est comme Tony Chaperon qui a fait un tacle au joueur nantais. On va se souvenir que de ça, malheureusement. La vidéo, c'est bien parce que ça va donner le vrai résultat, enfin, à peu près, quoi. Donc, c'est plus de justice. Par contre, c'est vrai que ça enlève à l'injustice de certains matchs. Parfois, ça faisait un peu le charme, quoi. La main de Maradona en Coupe du Monde. Après, c'est compliqué aussi pour les joueurs. Ça dépend dans quel sens. Si t'es argentin, c'est sûr que la main de Maradona, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que t'en fasses? On en parlera encore dans 50 ans. Les Anglais, ils t'en parlent de la main de Maradona, ils vont pas dire c'était. Mais vu la préparation, on parlait tout à l'heure de l'exemple de l'Australie. Bon, j'extrapole un petit peu, mais vu la préparation des équipes, des joueurs pour pouvoir disputer une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, limiter les erreurs, c'est quand même aussi normal, quelque part. Ça va la minimiser. De toute façon, il y aura peut-être des couacs, mais ça va quand même, comme dit Médéric, ça va minimiser un peu des situations de jeu où on sera beaucoup plus clair. On parlait ce qu'on parlait ce matin. S'il y avait eu but derrière, je pense qu'il y avait la vidéo, c'était demandé, le hors-jeu il était sifflé, on n'en parlait plus, et il n'y avait pas un but qui n'aurait pas dû être accordé. Après, Médéric va peut-être pouvoir nous dire, mais la crainte de la vidéo, c'est que ça devienne un peu du football américain, que ça s'arrête souvent, que ça soit des fois un peu long. Non, est-ce que ça crée pas l'incertitude aussi sur certaines situations? On en parlait juste avant ensemble. Non, là-dessus, il faut se dire que déjà, un match de football est arrêté un certain temps avec les différentes sorties, un coup de pied de but, un coup de pied de coin, rentrée de touche. L'arbitre, il va prendre la décision de faire appel à la vidéo. C'est des choses qu'ils ont travaillé depuis plusieurs séminaires et depuis plusieurs années dans certaines confédérations. Donc non, c'est quelque chose qui va venir avec le temps et qui va s'instaurer tout seul dans le football. Et voilà, je me répète en disant ce que disait Colina, c'est un parachute pour les arbitres. C'est des gens qui vont être aussi, entre guillemets, excusés sur certaines erreurs. Et c'est important. C'est important parce que d'être critiqué sur une erreur alors qu'on doit gérer un match pendant 90 minutes, en étant humain, on peut passer à côté d'une main, on peut passer à côté d'une décision, oui, ça arrive. Donc là, au contraire, je trouve que c'est un apport énorme pour l'arbitrage et pour le football en lui-même, pour le spectateur qui aura, lui, en même temps, après la décision de l'arbitre, l'image sur l'écran géant du stade, en disant voilà l'image d'origine, l'image corrigée entre guillemets, et la décision qui sera corrigée ensuite. Ce qui marche très bien au rugby par exemple. Et au rugby ça marche bien, et puis ça a été critiqué aussi quand ça a été mis en place au rugby, et puis maintenant s'il n'y avait plus l'assistance vidéo au rugby, je pense qu'on créerait au scandale. Donc il faut laisser le temps au temps et s'y habituer. C'est comme toutes les règles qui sont arrivées dans le football, qui ont été un peu révolutionnaires. Il y a eu plein de règles. Avant, le gardien avait le droit de prendre la main si on passe en retrait et tout. Ça a discuté, puis c'est rentré dans les mœurs. Juste une petite question pour l'ensemble. En plus, on arrive sur la fin de l'émission, malheureusement. Mais une petite question pour rebondir sur ce que disait Médéric Lacour. Je vais vous poser donc cette question. C'est à la Coupe du Monde 2014. Devinez quel était le temps de jeu effectif. Donc sur les 90 minutes, le temps de jeu effectif hors arrêt de jeu, touche, corner, coup franc. Le temps de jeu effectif. 64, je crois. Moins. 2014. 40 ou 40. Plus. C'est bon. 55. 57 minutes. Donc finalement, un match de Coupe du Monde, c'est 57 minutes de temps de jeu effectif. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir par exemple le futsal où il coupe le temps. Voilà, peut-être au football, on va y arriver un jour. Peut-être. Donc finalement, prendre un petit peu de temps pour pouvoir revoir des situations de jeu... ça reste quand même possible. Et puis toute dernière chose également, juste pour la VAR, pour rappeler comment ça fonctionne, il y a quand même donc à l'International Broadcast Center à Moscou, il y a donc 3 personnes qui sont en charge donc des ralentis, plus 4 personnes dédiées aux meilleurs angles,
plus des personnes qui en plus peuvent travailler sur des ralentis qui sont extrêmement puissants, donc qui permettent d'avoir vraiment une image parfaite finalement d'une action. Donc c'est vraiment, ils ont mis des moyens énormes pour que le dispositif soit le plus efficace possible sur cette Coupe du Monde. Quasiment autant d'arbitres finalement que de joueurs sur le terrain, quoi. Mais oubliez pas. Ça fait 7 plus il y a aussi un autre membre de la FIFA qui est derrière ces arbitres chargés du ralenti et qui lui joue le rôle d'annoncer des décisions aux commentateurs et aux gens qui font du live text, etc. Donc c'est extrêmement poussé. Donc ouais, Anthony Fillet, effectivement, on n'est pas loin. N'oublions pas que c'est des arbitres en activité. Donc ce ne sont pas que des gens qui sont en dehors de l'arbitrage. Il y a des arbitres entre guillemets inactifs, mais beaucoup qui sont VAR sont des arbitres en activité et qui sont là et qu'on verra sur les pelouses aussi. On a vu Clément Turpin d'ailleurs sur les vidéos de la FIFA TV. Exactement. Voilà. Bon, écoutez messieurs, en tout cas le premier match de l'équipe de France, ce sera à 21h demain. Donc tous devant la télé, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club du Mondial. Merci à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Médéric Lacour, arbitre FIFA, Anthony Fillet, journaliste des Nouvelles-Calédoniennes, Romain Pabeni, Fédération calédonienne de football à la communication et joueur Tiga, Thierry Sardo, sélectionneur des Cagous, et Johannes Vakoumé, milieu du Mont d'Or. Merci tout le monde et à la semaine prochaine. Merci. If you wanna dance with me